Bonjour à tous, au sommaire de notre web magazine Sous la loupe de ce mois de mai, nous vous avons prévu une entrevue avec l'artiste rappeur Mochelan, mais aussi la chronique livre d'Eddie Piron. Il vous parlera cette fois-ci de La Reine sans tête, et puis Libonjou Dikabu, la chronique en wallon de notre auteur gerpinois Michel Roger. Souvenez-vous, dans notre numéro du mois de mars, nous vous parlions des marches folkloriques d'Entre-Sambre et Meuse. Eh bien, avec le plan de déconfinement que nous avons récemment connu, certaines d'entre elles pourraient être possibles, et notamment celle de la Saint-Hubert de l'Overval. Alors, comme vient de le dire Cassandra, les marches folkloriques de l'Entre-Sambre et Meuse sont quelque peu perturbées, mais vu le dernier Codeco, peut-être qu'il y en aura quelques-unes. Et on pense notamment à la marche Saint-Hubert de l'Overval. On avait interviewé Philippe Marchal, vice-président de la Saint-Hubert à l'Overval, il y a quelques mois de cela. Alors, de nouvelles perspectives, est-ce qu'il y aura la marche Saint-Hubert de l'Overval? Nous espérons, nous le souhaitons. Je pense que les dernières données du Codéo sont bonnes, donc on sera quand même début septembre. Nous avons de grandes chances, enfin nous l'espérons toujours. Alors cela demande quand même une certaine organisation, vous n'êtes pas en retard, est-ce que tout est prévu? Disons qu'avec avec le CA et le bureau de la marche Saint-Hubert, on prévoit une Saint-Hubert normale. Alors entendez par là normal, un défilé? On la prépare comme s'il n'y avait rien eu et comme s'il n'y avait plus rien. Mais il y aura quand même des règles peut-être à respecter dans le chapiteau ou sur la tribune d'honneur par exemple. Mais bon, comme vous savez que les règles changent pratiquement tous les 15 jours, bon, on prépare, mais les règles, bon, 15 jours avant, on peut encore les mettre, disons, s'en occuper, quoi, donc voilà. Est-ce que tous les fournisseurs sont partants? Oui, tous nos louageurs de chapiteaux, ou nos brasseurs ou autres sont partants, les orchestres sont d'accord, voilà. Bon, on met une clause chaque fois évidemment en cas de reprise, mais voilà, ils sont tous partants. Et les relations avec la commune, comment la commune voit-elle ça? La commune, disons qu'elle suit le mouvement de ce que le gouvernement décide. Donc à première vue, en ayant discuté déjà avec quelques personnes de la commune, donc c'est-à-dire les Gévins, ils seraient partants, eux seraient évidemment d'accord que l'on organise une Saint-Hubert. Bon, il faut au moins qu'on puisse encore marcher une fois dans l'entité de Gerpine cette année, quoi. Alors cela dit, si jamais il y a une quatrième vague, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais si jamais il y a une quatrième vague, vous pouvez reculer sans aucun problème, vous pouvez annuler sans aucun problème? Oui, oui, parce que bon, de toute façon, avec tous nos fournisseurs, comme je vous l'ai dit, nous avons mis une clause où en cas de Covid, où si ça reprenait, et surtout par rapport à ce moment-là, le bourgmestre déciderait, parce que bon, c'est quand même en dernière ligne le bourgmestre qui décide de ce qu'on peut organiser dans sa commune ou pas. En fonction de ça, on ferait ou on ne fera pas, quoi. Est-ce que vous allez exiger éventuellement que les marcheurs soient vaccinés ou éventuellement masqués, puisque... Bon, pour le vaccin, on va voir ce qu'il en est. On parle d'un passeport, d'un passe pour partir en vacances ou autre. Bon, c'est pas encore très bien. Bon, s'il y a quelque chose comme ça, on pourrait éventuellement en parler. Je dis bien en parler en réunion, en CA, pour voir ce qu'il en est. Bon, maintenant, le masque, marcher avec le masque, ça doit pas être très beau. Bon, il faut... Ça, on doit voir. Enfin, on est optimiste. On est optimiste, de toute façon, oui. Philippe Marchal, merci. Pendant près de 3 semaines, vous avez pu voir flotter un drapeau aux couleurs arc-en-ciel à la devanture de l'hôtel de ville de la commune de Gerpine. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, pour le savoir, je vous propose qu'on retrouve notre bourgmestre Philippe Buzine au micro d'Eddie Piron. Alors Philippe Buzine, pourquoi avoir installé à l'entrée de l'hôtel de ville de Gerpine un drapeau arc-en-ciel?
Bien, il faut savoir ce qu'il représente, le drapeau arc-en-ciel. Donc c'est pour s'opposer, je vais dire, à l'homophobie envers la catégorie de gens qu'on classe dans le LGBT, donc les lesbiennes, gays, bisexuels, etc. Et nous estimons, en tout cas au niveau du collège, que ces personnes ont encore, à l'heure actuelle, beaucoup de difficultés à vivre leur façon de vivre. Et donc les difficultés que l'on rencontre, on en connaît au niveau de la commune de Gerpine. Il faut savoir par exemple que dans les suicides des jeunes, il y a la plus grande part, ce sont des gens qui ont difficile de faire leur coming out. Et nous tous, nous connaissons des gens qui vivent ces difficultés. Et donc c'était une façon de marquer notre soutien à ce mouvement et aussi peut-être de permettre aux Gerpinois de s'interroger, de dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce drapeau avec plusieurs couleurs? C'est pas parce que nous sommes reconnus à l'UNESCO, c'est tout à fait autre chose. Et ça incitera peut-être les gens à s'informer un peu mieux et avoir éventuellement un comportement tout à fait différent envers ces personnes qui vivent mal leur façon de vivre. Alors, depuis que vous avez installé ce drapeau, est-ce qu'il y a des réactions ou pas? Non, je dois dire que nous n'avons pas eu de réaction particulière en ce qui me concerne. Peut-être que les autres échevins, je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Je pense qu'on a beaucoup de chance à Gerpine, finalement. Je pense que nous sommes des gens avec un esprit relativement ouvert et que ça passe peut-être mieux dans nos campagnes qu'en ville, peut-être, où on voit qu'il y a plus de violence, etc. Donc non, je n'ai pas eu de remarques particulières. Au contraire, j'ai eu quelques messages malgré tout positifs en disant « c'est bien, la commune vous montrez votre soutien et c'est important ». Est-ce qu'il y a eu unanimité au sein du collège ou du conseil? Oui, tout à fait, sans aucune discussion, et même au niveau du conseil. Donc c'est une décision du collège, mais que nous avons présentée au dernier conseil communal, et nous avons informé donc tous les membres, et il n'y a eu aucune réaction. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a malheureusement en Wallonie que 40% des communes qui mettent ce drapeau. Donc il y a encore du travail à faire. Parce que quand on voit en Flandre, pratiquement 100% des communes le mettent. Donc chez nous, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais au niveau du conseil, au niveau du collège, aucun souci. Cela dit, un drapeau, c'est symbolique. L'action de terrain. L'action de terrain, c'est un problème, je pense, d'éducation, de communication, qui est peut-être un peu, qui n'est pas du ressort de la commune. Bien que nous avons fait une petite publication dans le bulletin communal, sur notre site internet, sur notre Facebook, pour essayer justement de sensibiliser un peu les gens à ce mouvement. Monsieur le bourgmestre, merci. Il n'y a pas de quoi. Le soleil est à nos portes. C'est le retour des barbecues. Pour vos vins, une seule adresse, vinopierrot.com. Vino Pierrot Le Verval, c'est la dégustation et la vente à domicile ou via internet de vins, champagne, spiritueux, cadeaux d'affaires et paniers garnis. Pour les particuliers, l'ORECA et les collectivités. Retrouvez infos et promos régulières sur vinopierrot.com. vinopierrot.com. Attention, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Coucou mon ami, que tu aies ou non participé à notre stage d'éveil musical pendant les vacances scolaires de Pâques, viens crier, danser, bricoler pour la suite du jardin extraordinaire. Si tu as entre 3 et 8 ans, demande vite à tes parents pour rejoindre en juillet et en août le stage d'éveil musical de l'atelier Lovervallois. On t'attend. Plus d'infos, www.atelierlovervallois.org, atelierlovervallois.org. Au coin littérature ce mois-ci, Eddie Piron vous parle d'Anne Boleyn, La Reine sans tête.
Mais de quoi s'agit-il par rapport à notre si belle région? Eh bien pour le savoir, retrouvons Eddy dans sa chronique. Bienvenue dans le Sous la loupe, notre séquence lecture habituelle, une séquence au cours de laquelle on vous parle de livres actuels et de livres anciens ayant un lien direct ou indirect avec l'Entre-Sambre et Meuse. Alors aujourd'hui je vais vous parler, puisqu'on est au mois de mai, le 19 mai 1536, donc il y a 485 ans de cela, la deuxième épouse d'Henri VIII, Anne Boleyn, est décapitée à la Tour de Londres. Et Anne Boleyn est une reine fascinante, vous vous souvenez certainement de la série Les Tudors, on en a fait beaucoup de films, on a sorti aussi beaucoup de livres sur elle, et j'ai envie d'en mettre un en évidence. Il s'agit de La Reine sans tête, sorti dans les années 40. C'est écrit par un auteur français, Paul Laurens, poète, écrivain et également journaliste, et il va donc écrire l'histoire de l'union entre Anne Boleyn et Henri VIII, le célèbre roi d'Angleterre. Alors dans ce livre, c'est très poétique, c'est-à-dire qu'il y a une description de la relation, du contexte politique, mais aussi de la vie à Londres. Et puis, il y a la description d'Anne Boleyn, une reine dont, de toute évidence, on ne peut que tomber amoureux. Ainsi, à un certain moment, il l'a décrit. Agenouillée sur un coussin au pied du roi, Miss Boleyn offre ses épaules croisées de perles et sa nuque ployée. Pour peu qu'elle relève le front, Henri peut voir encore dans le corsage décolleté en carré l'éclosion d'une gorge pure. Voilà qui est vraiment un beau texte. Mais dans ce livre aussi, on retrouve toute une série de descriptifs, comme par exemple, il aborde la vie à la cour. Il faut savoir qu'à un moment donné, Anne Boleyn va quitter l'Angleterre, va vivre un petit peu en France, puis elle va revenir en Angleterre, et là, Henri VIII va littéralement craquer, il va en tomber amoureux, il va lui faire la cour. Voilà un peu comment se passait cette cour, c'était du harcèlement sexuel avant l'heure. Le roi s'approche, haletant, il cherchait Anne Boleyn, il passe son temps à la poursuivre, elle est devenue son obsession, son amoureuse en titre, son démon familier, sa délicieuse torture. Et puis ce qui est bien, c'est que Paul Laurens évoque également la vie à Londres. À l'époque, déjà, il y a une pandémie, voilà ce qu'il en dit. Un horrible fléau s'abattit sur Londres, une épidémie aussi mortelle que la peste. On commençait par avoir un peu de mal de tête et d'oppression, puis l'on se mettait à suer sans terrir, qui se découvrait alors le moins du monde trépassé. Il aborde aussi la naissance de Élisabeth Ier. Il faut savoir qu'Élisabeth est la fille de Anne Boleyn. Malheureusement, c'est une fille, et Henri VIII aurait bien voulu avoir un garçon. Alors, évidemment, Anne est triste, parce qu'elle aurait bien voulu donner un garçon à Henri VIII. Voilà ce qu'écrit Paul Laurens. Anne continua de pleurer sur le petit tas de chair rouge, elle n'avait pas confiance en l'avenir. Le roi tombait si platement du haut de ses espérances, pouvait-il ne pas lui en vouloir? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les tensions vont apparaître entre Anne Boleyn et Henri VIII, tant et si bien qu'il va vouloir s'en débarrasser. Mais pas facile de s'en débarrasser, Paul Laurens l'explique. Les motifs pour lesquels Henri veut perdre celle qu'il a tant aimée sont nombreux. Il s'irrite qu'elle l'ait menée jusqu'au mariage pour ne lui donner qu'une fille et un enfant mort. De plus, offense impardonnable, elle a eu l'audace de se déclarer jalouse et de lui tenir tête devant Jane Seymour, la troisième épouse, la future épouse de Henri VIII, juste après Anne Boleyn. Alors finalement, Anne Boleyn périra sur l'échafaud le 19 mai 1536. Il faut savoir qu'en Angleterre, on célèbre ça, il y a des associations autour d'Anne Boleyn, et on fait véritablement la fête le 19 mai. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec notre région? Mais tout simplement parce que l'atelier Levallois, en 2000, a notamment produit une pièce intitulée Catherine Howard, la cinquième épouse d'Henri VIII, qui connaîtra le même sort. Et cette pièce, on vous invite à la découvrir. On en a fait aussi un court-métrage avec le CINAC, le Cercle Cinéaste Amateur de Charleroi. En tout cas, si vous voulez découvrir cette pièce de théâtre, on vous l'envoie. Il suffit simplement de nous faire la demande, un petit mail, souslalloupe.esm@gmail.com. Aujourd'hui, dans Libonjou d'Icabu, Michel Robert nous parle de la toponymie de quelques lieux dans l'entité de Gerpine. Bonjour médecin, je suis Bébino, je vais vous retrouver sous un soleil radieux. Il fait vraiment bon. Et puisqu'il fait bon, nous allons aller nous pourmoiner dans différents corons de la commune de Gerpen
pouvez les toponymie des quartiers. Donc, je vous ai moins, pour commencer, à l'Averveau, l'Overval, nous allons aller sur les Morlaires. Voilà, nous restons à l'Averveau, l'Overval. Nous sommes au chemin des Morlaires. Morlaires, vous pouvez regarder au dictionnaire, ça ne veut rien dire. Mais effectivement, Morlaires, ça vient du wallon Morlaire. Nous avons ici un panneau toponymique en wallon, sur les Morlaires. Voyez-vous? Donc, voyez-vous, Morlaire. Morlaire en wallon, vous voyez l'orthographe. Voilà, le mot Morlaire, chemin des Morlaires, vient de l'adaptation française de ce Morlaire. Morlaire qui veut dire marnière, carrière de Marne. Carrière de Marne, en fait, c'est une cavité anthropique où l'on tire la craie. Donc, voilà pour l'explication des Morlaires. Évidemment, ici, en questionnant les historiens locaux, notamment Micheline Dufer, elle n'a pas connaissance d'extraction de la craie ici sur l'Overval. Mais effectivement, il n'y a pas de doute, probablement que le sous-sol est favorable à l'extraction de la Marne, de la marnière. Donc voilà pour l'explication Morlaire, Marlaire, marnière. Donc voilà. Voilà, et ça vient du mot wallon Morlaire. Eh bien voilà, mes gens, nous avons pris 50 km d'Idjeu et nous sommes arrivés à le Flash. Au Flash, nous sommes à la rue du Péchi. Péchi, comme c'est écrit là, c'est le mot wallon qui est francisé. Sinon, l'orthographe en wallon, c'est Péchi, avec la terminaison avec un i accent circonflexe. Qu'est-ce que veut dire Péchi? Eh bien, c'est simple. Péchi, c'est des aubépines. Vous avez à l'Overval l'allée des aubépines, mais le mot wallon, c'est Péchi. Et est tout blanc qu'espen, que vous voyez, ça fleurit, les aubépines. Eh bien, voilà pour l'explication de cette toponymie locale. Voilà! Nous sommes encore un peu plus loin. Les voyages forment la jeunesse, mais bien. Pardon, nous restons aussi à Gerpin, au centre de Gerpin. Enfin, au centre, d'un côté, mais nous sommes ici, l'Irochette. L'Irochette, vous voyez l'indication, petite roche. Et on en parle déjà au XVIIe siècle, au tout début du XVIIe siècle. En fait, le quartier de la Rochette, de La Rochelle en fait, d'un côté vous avez La Rochelle et de l'autre côté vous avez le village. Il y a une ligne, une frontière tout à fait symbolique, parce que ça reste quand même le même village. Mais ici, on est saucissonné en quartier. Nous avons le centre, nous avons Rochette, et après nous verrons, nous avons un autre quartier où nous allons aller, la Querelle. Eh bien, la ligne de frontière, dirons-nous, c'est le ruisseau d'Anzine. On va aller le voir. Vous devez savoir qu'au Moyen-Âge, Gerpine faisait partie du comté de Namur. Et Gerpine, les Gerpinois avaient les mêmes privilèges que les Namurois. Donc, il y avait des bourgeois à Gerpine. Donc, les bourgeois étaient au centre. Et les manants, il n'y a rien de péjoratif, les manants. Les manants étaient à La Rochelle. Et alors, nous allons voir cette frontière tout à fait symbolique. Mais ce qui est marrant, c'est que les anciens Gerpinois de La Rochelle, d'El Rochette, disent-nous, on va aider les bourgeois. Donc vous voyez, les citations du Moyen-Âge, ça remonte loin. Eh bien voilà, le ruisseau d'Anzine. Dans le temps, quand j'étais gamin, c'était le Biem.
hein, c'est ce IN des Bièmes. Mais maintenant, c'est le ruisseau d'Anzine. Et la rive droite du ruisseau d'Anzine, c'est le Rochette. Et de l'autre côté, eh bien, c'est le centre. Et bien voilà, nous estons à Querel. Querel, vous pouvez bien cacher dans le dictionnaire, on a le trou rené. Mais Querel vient de Queraria, donc ça veut dire carrière. Effectivement, ici, nous sommes à un endroit stratégique de l'activité économique de Gerpine dans les années avant-guerre, après-guerre, jusque dans les années 60. Nous avons là-bas les carrières, les carrières, les anciennes carrières Évrard. Nous avons le four à chaud, hein, donc les pierres, les roches. Et regardez bien où je vous emmène. Je vous emmène quand même à une curiosité du quartier. Venez avec moi. Bon, c'est né bien sous là. Et le mojo du caillou brut. Vous voyez les grosses pierres, effectivement. Eh bien, ces grosses pierres ont été tirées dans cette tranchée là. Donc vous voyez la tranchée, c'est le détournement du chemin de fer qui a eu lieu en 1875. Le chemin de fer de la ligne 138 à Gerpine, c'est 1855, mais le chemin de fer, le train passait au milieu du village. Ensuite, on a détourné par cette tranchée et l'extraction d'énormes pierres, évidemment. Vous avez vu, médecin? Je viens du Ravel. Le Ravel, sur l'ancienne ligne de chemin de fer 138. Le Ravel qui désormais va jusque les fonds d'Aco. Et bientôt, ce Ravel va être prolongé jusque Châtelet. Si vous ne connaissez les Ravel du Gerpen, eh ben, il faut vous précipiter parce qu'il c'est vraiment agréable d'y faire 50 mètres sur nos Ravel. Mais le but de ces quelques pas, c'est pour nous situer ici dans un quartier, la Maladrie. Hein, la Maladrie, vous voyez, Maladrie, c'était un hôpital. On en parlait au XIIIe siècle, donc en 1285. Chaque cité médiévale, dont Gerpine, avait un endroit un peu à l'écart du village où on assistait les indigents, les malades. Donc ici, il y avait un établissement qui recevait ces personnes. Il y avait 2 lits et on soignait. Également, en période dramatique, on soignait les lépreux à l'écart du village. Voici pour cette toponymie. Ici, c'est la rue Lucien-François. Hein, toutes les rues de Gerpine sont dédicacées aux combattants des 2 guerres. Mais les lieux dits sont encore bien ancrés dans la collectivité, dans la tradition orale. Et bien voilà, médecin, une petite citation en wallon rossi à Villers. Hein, nous restons à Villers, on présente plus Villers dans la commune de Gerpen. Villers est jusqu'à Saint-Roland et venu Montreux en 774. Ah donc, une petite citation en wallon. Nos fel tiou, à sti planté, à vous delter rachené dans tous les villets de Wallonie, qui se racènent raloï, tous nos cous. Il faut savoir qu'ici, dans le temps, il y avait une fête que Villers-Poterie participait, tous les Villers de Wallonie. S'il y a vraiment un bien coron, c'est bien aussi, hein. Pouah, qui fait bien ici. Et ça discard aussi, hein. Bon, Adon, nous voilà à la rue du Tienne, et on est au Tienne des Villers. Seulement, il faut ne confondre. Tienne,
c'est un cripet, hein, on le voit bien ici. Mais notre toponymie, c'est au Chêne des Villers, qui vient de Chêne, Chêne de Villers, aujourd'hui disparu. Voyez-vous la citation de 1602. Donc on trouve tout ça dans la toponymie de Joseph Roland, qui était un universitaire gerpinois. Et voilà, on a une richesse extraordinaire avec cet homme qui nous a donné cette toponymie. Donc, pas confondre, Chêne, cripet, et Chêne aussi, Chêne pour chêne. Allez, on va un peu plus long, mais voilà. Bon, non, c'est Oko, mais bien, Oko. Oko dit sur le Triano. Et le Triano, c'est la rue qui mène à l'église. C'est sur le Triano qu'on fait le rentrée dans le Saint-Roch et dans le Saint-Frégo, les dimanches après le Kézaos. Vous voyez, au Triano. Hein? Triano, ça vient de trianer, trembler. Parce qu'à l'époque, dans le temps, il y avait des grands trembles qui trianaient, dont voilà la toponymie au Triano. Eh bien voilà mes gens, nous sommes arrivés à faire nos petits voyages dans la commune de Gerpen. Nous sommes à Joncret. Oh, venez à Joncret. Dit Joncret, il y a des paysages extraordinaires. En Discindon, d'ici au Corps, pas du tout à Saint-Roland. Il faut absolument venir. Ni revenez, allez router dans nos villages. Vous y ressortirez en pleine santé. Aussi, on va arriver à un endroit au Guichou. Hein, Guichou. On va remettre une plaque toponymique. C'est la rue des Guichoux. Et nous estons, et jusqu'il y avait des marais. Guichou, hein, vous le voyez, ça veut dire gazuel, marais. Et on est déjà au XIIIe siècle. Et bien voilà. Nous avons fini, peut-être un jour on n'aura que l'occasion, parce qu'il n'y a qu'au Brandemain, il n'y a qu'au Brandemain d'endroits à vous une toponymie wallonne. Le soleil est à nos portes. C'est le retour des barbecues. Pour vos vins, une seule adresse, vinopierro.com. Vino Pierro Le Verval, c'est la dégustation et la vente à domicile ou via internet de vins, champagne, spiritueux, cadeaux d'affaires et paniers garnis. Pour les particuliers, l'ORECA et les collectivités. Retrouvez infos et promos régulières sur vinopierro.com. vinopierro.com. Attention, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Coucou mon ami, que tu aies ou non participé à notre stage d'éveil musical pendant les vacances scolaires de Pâques, viens crier, danser, bricoler pour la suite du jardin extraordinaire. Si tu as entre 3 et 8 ans, demande vite à tes parents pour rejoindre en juillet et en août le stage d'éveil musical de l'atelier Lovervallois. On t'attend. Plus d'infos, www.atelierlovervallois.org, atelierlovervallois.org. Originaire de Loverval, Mochelan est un rappeur, chanteur et puis aussi poète carolo. Avec son titre Notre ville et puis son spectacle Né Poumon Noir, il a été le premier à dénoncer les injustices subies par sa ville natale. Il s'est alors imposé comme le fer de lance d'une génération de jeunes qui entend bien modifier la mauvaise réputation de Charleroi.
retrouvons-le en compagnie d'Eddy Piron, où il nous parle de ses projets actuels et futurs. Eh bien, nous sommes avec Mochelan, artiste de notre région. Alors, Mochelan, pour ceux qui ne te connaissent pas, essaye de te définir. Tu es un artiste polymorphe. Polymorphe, oui, on peut dire ça comme ça, en tout cas actif dans plusieurs disciplines, plusieurs domaines. C'est-à-dire que moi j'ai commencé par la musique au tout début avec le hip-hop, et puis je suis passé par le théâtre, au théâtre de l'Ancre de Charleroi, et là je me dirige un peu plus vers le cinéma. D'ailleurs, l'atelier Levervallois en 2008-2009 a eu l'occasion de présenter ton film, un film que tu avais réalisé sur la Bolivie, si je me trompe. En Bolivie avec Julien Hurel, ouais, qui est mon meilleur ami, Levervallois d'ailleurs ici, qui était parti habiter là-bas pendant quelques années. Je l'avais rejoint et on avait fait notre premier film qui représente bien finalement, je ne vais pas dire ma carrière, mais mon parcours en tout cas. C'est-à-dire que j'étais rentré à l'IAD en section réalisation en 2005 et j'avoue que j'avais pas accroché avec l'école, et donc j'ai quitté l'école, j'ai été travailler dans les usines de la région, mettre un peu d'argent de côté, et j'étais parti le rejoindre avec une caméra et on avait fait notre premier film en 2006. Alors le slam pour toi c'était important, bon, tu as composé des chansons comme Notre Ville, hein, il y a eu d'autres titres. Hein. Ouais, heureusement. Cite-en quelques-uns. Donc Notre Ville, je vais citer les EP plutôt parce que tous les titres ça va être difficile, mais donc il y avait eu le premier EP Mon corps t'exprime en 2010, un second en 2012 Versus, et puis un album Images à la pluie en 2015. Alors tu as créé aussi une association qui s'appelle, un mouvement citoyen, je ne sais pas comment ça s'appelle, Profile Wanted. Profile Wanted, oui, ça c'est une initiative tout à fait spontanée ici suite au confinement, où tout le monde était un peu bloqué chez soi, les artistes des arts de la scène, puis j'ai des copains qui sont indépendants, qui étaient particulièrement touchés par la pandémie, et Nico Levervallois aussi, qui habite juste là-bas, qui est un artisan et qui était aussi un peu bloqué. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire justement pour souder un peu tous les secteurs qui sont touchés par cette crise ensemble, pour vraiment créer un mouvement de sensibilisation aux citoyens pour valoriser le circuit court et les créateurs locaux, et vraiment être dans une solidarité plutôt que dans chacun de son côté en train de se râler les uns sur les autres, se dire mais en fait on est tous dans le même bateau, et à un moment il faut réunir tout ça, et c'est ensemble qu'on est plus fort, quoi. Alors concrètement, en quoi ça consiste? Alors Profile Wanted, donc l'idée c'est vraiment de venir en aide aux commerçants qui étaient fermés pendant la crise, et l'idée, ce qu'on a eu comme idée, c'est de se dire on va prendre les artistes des arts de la scène qui sont privés de scène, qui vont aller jouer chez un commerçant, et ce commerçant accueille lui-même les créations d'un artisan. Donc ça c'est vraiment la chaîne de la solidarité qu'on voulait mettre en avant. Et donc pour l'artiste des arts de la scène, grâce aux opérateurs culturels Carolo, que je remercie, ils nous ont permis de travailler dans des conditions financières très cool, et donc on a pu rémunérer tous les artistes. Ça fait une publicité pour le commerçant, pour toucher un peu un public qu'il n'a pas l'habitude de toucher via les canaux traditionnels, je vais dire, de la communication. Là, puisqu'on attire l'attention sur lui via de la musique, via les arts de la scène. Et l'artisan, lui, il a un endroit où il peut exposer ses créations et les proposer à une clientèle, quoi. Bon, j'imagine qu'il y a une page Facebook, un site internet. Tout à fait. Donc il y a la page Facebook Profile Wanted. Tout est diffusé là-dessus, sur le groupe Facebook, parce que dans l'idéologie, ça me semblait important de faire un esprit de groupe. C'est pour ça qu'on a choisi une page Facebook qui est un groupe et pas une page ou un profil, justement, mais pour réunir vraiment une espèce de petite communauté de gens qui sont sensibles à cette thématique, quoi. Finalement, quand on voit la crise Covid, c'est vrai que ça n'a pas arrangé les artistes, ça n'a arrangé personne, mais il y a quand même de belles initiatives qui ont émergé de cette crise. Je pense par exemple des concerts en langue wallonne à l'extérieur pour les Carolos, Profile Wanted, c'est des trucs qu'il ne faudrait pas abandonner. Finalement. Non, bien sûr, et c'est là qu'on voit que ce qui ne nous tue pas rend plus fort, quelque part. C'est une bonne illustration, c'est-à-dire que plutôt que de se laisser aller à péricliter chacun chez soi, on voit quand même qu'il y a une force créative et qu'il y a l'imagination qui tout d'un coup se met en marche d'une autre façon pour se réinventer autrement dans d'autres circonstances. Alors quels sont tes projets
En matière de cinéma, notamment. En matière de cinéma, alors là, j'ai la grande chance d'avoir été pris pour une série qui s'appelle 1985 sur les tueurs du Brabant wallon. C'est une coproduction, enfin c'est iWorks Productions avec la RTBF et la VRT. C'est la première fois que les deux grandes chaînes nationales produisent ensemble une série. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir été pris, d'avoir été casté pour jouer un rôle dans un épisode entier. Donc ça, c'est le gros challenge pour le moment. Et puis un court-métrage en production, là vraiment beaucoup plus recentré sur Charleroi, qui s'appellera d'ailleurs, je pense, Once Upon a Time in Charleroi. Oh, mais c'est vrai que Charleroi est très inspirante. Hein. Moi, Charleroi, c'est ma muse. Hein. C'est clair que c'est une histoire tellement riche, que ce soit l'histoire au sens propre du terme avec un grand H, mais ces 10 dernières années m'inspirent beaucoup parce que c'est quand même assez incroyable de voir qu'on est parti tellement loin en 2010, au moment où on faisait Né Poumons Noirs et le morceau Notre Ville. Ce qui s'est passé entre 2010 et 2020 est tellement riche et tellement représentatif de plusieurs aspects de notre société de manière globale l'Occident, qu'il y a vraiment moyen de raconter quelque chose. Enfin, il y a énormément de choses à raconter par rapport à notre société. Donc c'est vrai que moi, Charleroi, ça m'inspire vraiment beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que le cinéma, c'est un vecteur qu'il ne faut pas ignorer sur Charleroi. Je crois que c'est quand même... Il s'est passé, il y a notamment une association qui a été formée avec la RTBF, Télésambre, etc. Ouais. C'est pas mal, Médiasambre. Je crois qu'en plus de ça, il y a du potentiel avec Dupuis, etc. Tout c'est de pouvoir faire monter la sauce, j'ai envie de dire. C'est là le problème. Hein. C'est ça. C'est vraiment trouver une façon de faire exister ce secteur qui est malheureusement, je ne vais pas dire inexistant, mais en tout cas qui n'existe pas comme il pourrait l'exister à Charleroi, parce qu'il y a énormément de ressources, tant en termes de talent qu'en termes de potentiel de tournage aussi. C'est vraiment une région, pour moi, qui permet d'être dans un univers à l'autre. Enfin, pour des tournages, on peut passer d'un univers de campagne en allant à Naline, Gerpine, dans des friches industrielles vers Marchienne-au-Pont, tu sais, sur 20 km. Donc je suis persuadé qu'il y a un potentiel cinématographique énorme à Charleroi et c'est vrai que mon ambition aujourd'hui, c'est vraiment de faire émerger ce secteur sur la région. Et c'est vrai que Charleroi, c'est une cité aussi paradoxale. Hein. C'est à la fois vert, c'est aussi des friches industrielles. Par exemple, ici, c'est pas vraiment une friche industrielle, c'est très vert, hein, c'est un quartier de l'Auverval, mais leur particularité, c'est que pendant de longues années, il y a eu des dépôts. C'était une décharge. Voilà, et une décharge. Donc, voilà. Et mon terrain de jeu, parce qu'on se trouve ici, c'est ici que tout a commencé pour moi. Hein. Moi, je suis né, mes parents habitent ici à 200 mètres, je suis arrivé dans les années 1990, je suis resté jusqu'en 2010, et avec le collectif Poumons Noirs, tout s'est fait ici, quoi. C'était notre Facebook de notre jeunesse, tout s'est passé ici. Donc c'est marrant de se retrouver là parce que la naissance de la comédie, de mon intérêt pour la comédie, pour la musique, pour le hip-hop, tout s'est fait ici, quoi. Et le théâtre, parce que c'est vrai que le cinéma, du théâtre, tu as l'intention d'en faire, tu en as déjà fait ou... Moi, le théâtre, finalement, c'était un accident, quelque part. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire du cinéma. Depuis que je suis tout petit, c'était très évident. Je voulais faire du cinéma depuis toujours. Les choses ont fait que je me suis impliqué dans le hip-hop. Je suis plongé dans le hip-hop dans les années 90 à 100%. Et j'ai toujours vu le rap et la musique comme une passion. Et donc je me retrouve sur scène à l'Éden en 2010 pour jouer quelques morceaux. Et là il y a le directeur du théâtre de langue, Jean-Michel Van den Eyden, qui me voit sur scène et qui vient me proposer de travailler dans le théâtre. De faire une mise en scène, un spectacle de théâtre musical, donc Né Poumons Noirs. Moi à ce moment-là je connaissais très peu le monde du théâtre, mais je voyais ça en me disant tiens, c'est une chouette expérience pour apprendre le métier de comédien, d'acteur. Et finalement ce spectacle a tourné pendant 4 ans, d'une manière, je m'attendais pas à ça, très honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça prenne une dimension pareille. Donc le théâtre, c'était un peu un passage, un accident de parcours, mais pas si accident de ça, parce qu'il m'a permis vraiment d'apprendre le métier d'acteur, quoi. Alors, dans le cinéma, qu'est-ce qui t'intéresse? Le fait d'être acteur ou d'être producteur ou réalisateur? Ou même la musique? Un peu tout en fait, un peu tout parce que le cinéma belge en tout cas à l'époque où moi je m'y intéressais fort avec C'est arrivé près de chez vous, particulièrement moi c'est un des films qui m'a vraiment mis une claque dans la figure et qui m'a donné vraiment envie de faire ça. Tu connais le poème du pigeon, non? Le poème du pigeon à un moment donné. Dans le film? Oui, dans le film. Oui, bien sûr. Mais tu vois, il y avait vraiment cette idée que
le cinéma, pour moi très vite le cinéma c'est à la fois écrire un film, le jouer, le réaliser, le produire. Je ne vais pas dire que c'est c'est un espèce de tout en un, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de raconter des histoires. C'est de raconter une histoire, de faire une photographie, un instant T d'un personnage ou d'une situation ou d'une ville. Mais voilà, ce qui m'intéresse dans le cinéma, moi, c'est vraiment de raconter des histoires. Et je vais dire, c'est pas plus auteur qu'acteur que réalisateur, c'est vraiment arriver à raconter la plus belle histoire possible de la meilleure des façons, quoi. Eh bien ça va, 85, ça sort quand? Oui, là le tournage il a commencé ici la semaine passée, il se termine en octobre 2021. Moi j'ai 5 jours de tournage sur ce projet, mais c'est voilà, une série de 8 x 52 minutes, c'est 4 mois de tournage. Après il y a tout le montage, la post-production, et je pense que ce sera diffusé sur la RTBF et sur la VRT courant 2023. Donc, eh bien ça va. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Eh ben, merci beaucoup à vous aussi. On dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue comme une porcherie. Mais on oublie que le beau port, c'est à Zeebrugge qu'on l'a construit. On dit de nos habitants qu'ils sont vils, mal polis, alors qu'ils ont sué haut et sang pour un capital qu'on leur a pris. On a une ville d'ouvriers, des communes de travailleurs, une ville dépouillée, mais pas une ville de pleurnicheurs, une ville désertée, une ville qui perd de l'ampleur, une ville qu'ils ont usée, dépecée de sa valeur. Mais dans notre ville il y a de la gaieté, dans notre ville il y a du cœur, avec parfois trop de dureté. Dans la rancœur, on est une ville décorchée, une ville à 100 à l'heure, une ville où on peut marcher, fier de sa couleur. On est une ville urbaine, une ville de caractère, une ville où ça dégaine, car personne veut finir par terre. On est une ville humaine, un vrai petit univers, une ville qui se démène, une ville qui s'unit vers une ville saine, une usine de producteurs, une ville qu'on aime, même quand elle fait un peu peur. Notre ville est belle, car son histoire est riche. Trop peu de gens s'en souviennent, beaucoup trop s'en fichent. On dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue comme une porcherie. Mais on oublie que le beau port, c'est à Zeebrugge qu'on l'a construit. On dit de nos habitants qu'ils sont vils, mal polis, alors qu'ils ont sué haut et sang pour un capital qu'on leur a pris. On a une ville d'ouvriers, des communes de travailleurs, une ville d'oubliés qu'on laisse mourir sans pleurs. On dit de notre ville qu'elle est méchante, dangereuse, agressive, mais ils oublient qu'en 70 c'est pas nous qui avons créé l'offensive. On dit de chez nous qu'il y a que des têtes creuses et des braqueurs. Moi je vois une populace malheureuse qu'on a plongée dans la torpeur. Notre ville sait se redresser, alors on étouffe sa vigueur. Mais notre ville, plus elle est blessée, plus elle retrouve son honneur. On est une ville qui a l'habitude d'avoir la vie rude, une ville qui a l'attitude partagée entre cru et prude, une ville où il y a tout zébré comme son maillot, une ville où on s'en bat les yeux coups, on est avant tout Carolo. Notre ville se mutile, elle est malade de l'intérieur. Sur le fil du futile, on l'agresse de l'extérieur. Notre pays s'égare, s'expose à la noirceur, jauni d'un air hagard, explose dans la rougeur. On dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue comme une porcherie. Mais on oublie que le beau port, c'est à Zeebrugge qu'on l'a construit. On dit de nos habitants qu'ils sont vils, mal polis, alors qu'ils ont sué haut et sang pour un capital qu'on leur a pris. On dit de notre ville qu'elle fait mal, mais elle se bat et ça dérange de voir un combat frontal entre ceux qui commandent et ceux qui rangent. On est une ville d'ouvriers, mais des gars courageux et francs, une ville qui encaisse les coups et qui les rend. Moi j'ai 6000 bonnes raisons d'aimer ma ville. Tout d'abord y a ma maison, un cordon, mon nombril dans la partie basse. Ouais, je me suis fait taper dessus,
Ça m'a appris à encaisser et à éviter les tordus. Dans la partie haute, avec les flics, je me suis frité. Ça m'a permis de distinguer justice de justicier. Dans la périphérie, à nos potes, on s'est juste fié. Ça nous a permis de nous unifier. Au moment de se justifier, j'entends plein de types crier dans nos rues. Y a des rings, pas perso, j'en connais qu'un. Et il fait le tour de Charlie King. Ouais, il fait le tour. On dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue comme une porcherie. Mais on oublie que le Beauport c'est à Zeebrugge qu'on l'a construit. On dit de nos habitants qu'ils sont vils, mal polis, alors qu'ils ont sué haut et sang pour un capital qu'on leur a pris. On dit de notre ville qu'elle fait mal, mais elle se bat et ça dérange de voir un combat frontal entre ceux qui commandent et ceux qui rangent. On est une ville d'ouvriers, mais des gars courageux et francs. Une ville qui encaisse les coups et qui les rend. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous revenons fin juin pour le prochain Sous la loupe. En attendant, vous pouvez toujours nous laisser vos commentaires et puis aussi nous aiguiller sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez le faire via l'adresse mail suivante, souslalloupe.esm@gmail.com, souslalloupe.esm@gmail.com. Vous pouvez aussi nous partager à vos amis, à vos connaissances. Et en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos proches. À bien vite.